peu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chers amis, c'est avec une émotion profonde que j'interviens dans ces journées dédiées à mon grand ami et compagnon de travail, Monsieur Nyangiri Kante. Bon. Deuxième édition donc, et je pense que cette deuxième édition confirme non seulement la première, en cela qu'elle manifeste à quel point l'homme Nyangiri Kante est cher à nos mémoires, mais également elle se place maintenant sous son patronage scientifique et spirituel. Ce qui veut dire qu'elle le fait sérieusement. Faire sérieusement, quand il s'agit d'un héritage, ce n'est pas le dilapider, ce que vous ne faites pas, ce n'est pas seulement le récapituler, ce que vous faites, mais plus encore, et c'est ce que vous faites encore, c'est montrer à quel point l'œuvre de Nyangiri Kante, sa présence, sa bienveillance, son exigence, sa rigueur, éminente d'un chercheur accompli, c'est montrer à quel point toutes ces vertus restent aujourd'hui stimulantes. En d'autres termes, appeler les journées Kanté, eh bien, fait surgir solidairement entre elles deux dimensions. La dimension de l'hommage et la dimension du prolongement de l'héritage qui féconde, de la pensée qui se poursuit, des principes éthiques et scientifiques qui continuent à vivifier vos propres recherches, des interrogations qui se prolongent dans vos interrogations. Voilà ce que veut dire pour moi de placer des journées d'échange, de commémoration, mais aussi de travail, sous le patronage éthique, spirituel, amical également et scientifique de Nyangiri Kante. Une fois dit ce préambule, j'aime rappeler quelques points plus personnels qui me lient à Nyangiri Kante. Comme un grand nombre d'entre vous peut-être le savent, puisque j'en avais parlé longuement lors des journées précédentes, ma rencontre avec Nyangiri Kante s'est passée en deux temps. Un temps, je dirais, d'échange et un temps de création. Le temps d'échange, ce fut à Maastricht, dans le cadre de la Commission européenne, un symposium dont l'intitulé trop général peut-être permit néanmoins la rencontre de scientifiques d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Je vous donne tel que cet énoncé: santé mentale et pays en voie de développement. Les échanges furent féconds. Jacques Leroy, anthropologue, ami de Kante de longue date, aujourd'hui membre du scientific board de la revue africaine RASP, que vous connaissez tous, avait organisé cela. Kante était, comme à son habitude, chaleureux, présent, un peu en retrait, peu gourmand d'affrontements polémiques stériles, et toujours enclin à nous délivrer des paroles qui savaient, avec une grande bienveillance, souligner les mérites de l'intervention d'un tel ou d'une telle, sans négliger
mais sur le mode d'un conseil amical et vigilant, les points qui devaient être améliorés. Nous rentrâmes, Conte et moi, en train jusqu'à Paris. Il allait voir des proches. Je retrouvais mon bureau. Quelques temps plus tard, l'espace de 2 années à peine, je fus contacté par le SAMU social international, alors naissant, dont j'étais un peu au démarrage, il faut le reconnaître. Je fus contacté expressément par le ministre Xavier Emmanueli. Il n'était pas ministre en exercice, mais tout ministre, même s'il n'est plus en exercice, garde ce titre. Il est juste que je le nomme ainsi. Président du SAMU social, président du SAMU social international. Je fus contacté pour mettre en place à Bamako une équipe, un dispositif. On ne savait pas trop encore quoi. Bref, une petite institution d'aide aux enfants et adolescents en grand danger dans la rue, car tel était sur plusieurs continents, l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique, l'ambition du SAMU social international, qui en était encore, je dois dire, dans les premiers temps de son développement. C'était son printemps. Maintenant, il va très bien, c'est ça. Aussi, je m'empressais d'aller voir Nyangiri, de même que je réservais mes premières visites à Nyangiri, à Baba Kumare, le professeur de psychiatrie, au directeur des écoles de travailleurs sociaux, Monsieur Tigana, et aux autres ONG avoisinantes. Je m'empressais de retrouver Nyangiri. Il y avait déjà une certaine impatience. L'impatience qui est au cœur de l'amitié, lorsque l'on va retrouver quelqu'un avec qui la sympathie d'emblée fut rayonnante. Mais il y avait plus, une envie de bénéficier de son concours et de ses lumières. Après tout, qu'est-ce que je connaissais au Mali ou du Mali, plus exactement, presque rien ou si peu. Et j'avais besoin de ce que nous appelons maintenant certaines psycho-anthropologies ou anthropologie de la santé dont je fis à mon tour une anthropologie clinique. Ce furent de longs compagnonnages, ce furent de longues séances de travail, ce furent des moments d'amitié très importants, puisqu'aussi bien Conté ne se contenta pas, ce qui était déjà un signe de générosité, d'importance, il ne se contenta pas de m'accueillir dans son bureau à peu près quand je le voulais, selon ses disponibilités bien sûr, mais il eut la générosité de me présenter sa famille, dont certains qui ont bien évolué depuis, mais qui étaient encore dans leur prime jeunesse. Venons-en maintenant à ce qui semble pour nous toutes et nous tous ce matin réunis en commémoration et en témoignage de ce que la pensée et l'œuvre de Kanté ont su insuffler à chacune, insuffler à chacun. Venons-en maintenant peut-être à ce qui est le plus décisif. Je dis peut-être, je sais que c'est le plus décisif, mais chaque moment de souvenir avec un guéri m'étant très cher à mon cœur, étant très cher à mon cœur, j'aurais tendance à les mettre sur le même plan. Mais sur le plan scientifique, incontestablement, le plus important est la création de la Revue africaine de santé publique, qui s'est créée très rapidement. Qui s'est créée très rapidement, un peu dans le tempo
de l'estime, de la confiance qui marquait notre amitié, confirmant toutes les vertus des rencontres de Maastricht, toutes les vertus dont j'avais repéré la présence, évidemment, chez Nyang'hiri. Avec Nyang'hiri, ça ne tardait pas. Dès qu'une idée lui semblait recevable, il faut dire qu'il fonctionnait intellectuellement avec une vitesse stupéfiante. Dès qu'une idée lui semblait recevable, utile pour ses recherches et utile pour son pays, eh bien, ça prenait vite forme, ça prenait vite corps. Sans chichi bureaucratique, avec une prise de risque toujours contrôlée, maîtrisée. Ce n'est pas une aventure, je dirais, irréfléchie, brute, spontanée, sporadique. C'était très vite un projet. Ce projet était concomitant à la mise en place d'une école des hautes études en sciences sociales, d'une part à Bamako et ensuite prolongée à Ségou. Institut d'enseignement dont je fus un des parrains et qui me fit l'honneur de m'accueillir pour parler longuement. La presse là était aussi au rendez-vous de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss quelques mois après la disparition de cet immense génie. Mais je préférerais aujourd'hui m'attarder quelque peu sur cette revue qui se porte bien, qui maintenant, je l'ai appris avec bonheur, est indexée au plus haut niveau des revues africaines. Cette revue en elle-même, pour ses lecteurs, pour ses rédacteurs, pour son comité d'organisation, pour sa rédaction. J'ai l'honneur d'être rédacteur en chef, mais que ferais-je sans les autres? Rien. Cette revue, c'est exactement ce que j'appellerais la présence Kanté et l'effet Kanté, à savoir nous apporter quelque chose que nous avons la tâche de féconder et pas simplement de récapituler. Je l'ai dit d'ouverture. Et si j'ai pu cette ouverture la rendre assez éloquente, du moins je l'espère, c'est bien parce que cette revue est là, à la fois, à la fois héritage et projet, à la fois réception et don, à la fois responsabilité et innovation. Quel lien, me diriez-vous peut-être, entre cette revue et les préoccupations qui m'ont toujours stimulé, guidé, inspiré lorsque, à Bamako, je m'occupais de cette équipe du SAMU social Mali, que j'ai un petit peu perdu de contact, car vous le savez, c'est pas si facile que ça maintenant d'aller au Mali, mais avec laquelle je continue à travailler par l'entremise du SAMU social. Quel lien donc international par Zoom, par exemple, lorsqu'ils viennent à Paris, et ce qui arrive, nous veillons à ce qu'ils peuvent venir à Paris. Alors, pour une formation évidemment nourrie d'amitié et d'échange. Alors, quel lien donc? Bien, je crois que ces liens sont de deux ordres, ouais, importants. Bon. Le premier ordre, c'est ce que j'appellerais une rectification anthropologique du projet humanitaire. Je m'en explique bien sûr tout de suite. Lorsque vous êtes au contact d'enfants en danger, dans la rue,
Lorsque vous êtes en contact aussi de ces enfants, parce que j'ai commencé en 2000, tout ça a commencé en 2000, et ça fait presque un quart de siècle. Lorsque vous êtes en contact avec ces enfants qui sont des rescapés des guerres du Sierra Leone et du Libéria et qui viennent, pour certains, trouver refuge dans les rues de Bamako. Lorsque vous êtes en contact avec ces enfants vendus comme travailleurs, si l'on peut dire, enfin, exploités en Côte d'Ivoire et qui retournent au pays dans l'incertitude totale, tout comme les gosses des guerres de Sierra Leone, maliens, les gosses maliens qui étaient en Sierra Leone et au Libéria, reviennent à Bamako dans l'incertitude totale de rencontrer leur famille. Parce que vous êtes avec des enfants qui ont fui certaines, pas toutes, loin s'en faut, pas toutes, mais certaines de ces écoles coraniques qui sont des centres d'apprentissage de la mendicité, dans lesquels ils sont extrêmement maltraités. Je dis bien pas toutes, loin s'en faut. Et je connais le souci des imams que j'ai rencontrés, n'est-ce pas, pour que de telles écoles ne sévissent pas et que pour que, pardonnez-moi, je bafouille, les bonnes écoles continuent à perdurer. Eh bien, vous vous posez tout de suite des questions. Première question, c'est des questions de appartenance culturelle, question tout à fait légitime. Deuxième question, c'est question du rapport à la famille, question tout à fait légitime. Ces questions, Nyangiri a su mieux que quiconque, et comme en écho, je dirais, à la pertinence clinique des observations et des soins que prodiguait Baba Coumaré, l'hôpital psychiatrique du lieu d'Île Point G, n'est-ce pas? Ces questions, donc, nous n'aurions pas pu y répondre sans Nyangiri. Nous n'aurions pas pu y répondre. Parce que, d'une part, Kanté savait me préciser, nous préciser, puisque j'allais le voir parfois en compagnie de la directrice du SAMU, Madame Delphine Lenné, directrice alors du SAMU maintenant. Nous avons pu, et c'est fort bien, confier l'affaire à un de vos compatriotes maliens. Il nous expliquait toujours ceci, en peu de mots. Il n'était pas un homme bavard. C'était un homme de dialogue, ce n'était pas un homme de bavardage. C'est une de ses vertus encore. Il nous expliquait ceci que les événements considérables qui avaient atteint d'une façon violente, qu'on aurait pu croire irrémédiables, ces enfants, ces événements étant la guerre, les maltraitances, etc., avaient modifié grandement leur identité culturelle. Non qu'elle soit réduite à zéro, mais elle était finalement assez éclatée. Il nous expliqua de la sorte que nous devions évidemment nous montrer les plus attentifs, à condition d'en être avertis, des modalités d'éducation, rapport à l'initiation chez tel ou tel peuple. Je déteste le mot tribu et je n'aime pas le mot ethnie. Il attirait notre attention sur le fait que les jeunes se regroupaient là où ils étaient ensemble, dans des petits regroupements, eh bien, ils se mettaient entre eux, non pas tant par affinité, on va dire, culturelle, entre guillemets, que par ce que j'appellerais des communautés de trauma. Ainsi, les enfants sous la guerre
se retrouvaient ensemble, partageant autant que possible une mémoire démembrée, qu'ils soient Bambara, Peul, Soninké, etc. Ainsi, les enfants vendus pratiquement comme travailleurs surexploités et violemment traités dans les plantations ivoiriennes, évidemment là, rien contre la Côte d'Ivoire, pas une attaque d'un pays, ni de son peuple, ni de son gouvernement, c'est un fait, euh, se regrouper entre eux, qu'ils soient, encore une fois, Peul, Soniké, Bambara, etc. On ne peut pas énumérer tous les peuples qui composent la belle nation malienne. Bon. Eh bien, on se regroupait par communauté de trauma. De sorte qu'on fabriquait ces enfants, je veux dire, enfants entre 9 et 16 ans. Hein. C'est enfants au sens de la terminologie de l'UNESCO, enfants des rues, c'est-à-dire quand même pas mal d'adolescents. Euh, ils fabriquaient entre eux des systèmes de nomination, des systèmes de repérage des uns et des autres, des systèmes d'obligation de dette, des systèmes d'allégeance totalement originaux qu'on trouve à peu près partout chez tous les enfants des rues, que ce soit à Rio de Janeiro, que ce soit à Bamako, que ce soit à Dakar, que ce soit au Caire, que ce soit à Pointe-Noire. Je me permets de citer les endroits où j'ai travaillé, que ce soit à New Delhi même, et pareil, j'y fus, exactement les mêmes codes. Qu'aucune explication anthropologique, pour digne qu'elle soit, ne nous permettait d'analyser ni même d'entrevoir. En somme, ce que Conte m'a permis d'effectuer, et c'était un bouleversement, sinon une révolution épistémique, eh bien, c'était de considérer tous ces enfants, non pas ce qu'ils étaient quand même aussi, uniquement, non pas uniquement, c'est le non pas uniquement qui compte, comme des exemplaires de telle ou telle culture ou de telle ou telle tradition, mais également comme des artisans, comme des fabricants de nouveaux modes d'initiation, de nouvelles façons de ritualité, de nouveaux tressages entre eux du lien social. Mais il ne suffisait pas de dire cela encore, quoique ce fût fort novateur, il fallait encore qu'il m'aidasse, et il le fit avec son cœur, sa lucidité et son enthousiasme, pour que mes outils rudimentaires, un peu médiocres et souvent occidentalement plaqués, des thèses de retour en famille puissent trouver à la fois leur efficacité, leur probant et leur pérennité. En cela, il m'indiqua que le modèle de la famille était tout à fait important, mais qu'il était subordonné à des modèles d'organisation collective, que le rapport au nom que porte l'enfant, nom qu'il tente à faire oublier à ceux qui s'en occupent, nom qu'il camoufle souvent sous des surnoms dans les groupes d'enfants où il se trouve immergé, que le nom ne représente pas seulement un individu, mais représente un ancêtre. Or, tout cela, je le savais, mais je le savais de quel savoir? D'un savoir précieux, mais qu'il convient de réanimer au vif contact de l'expérience. Je parle d'un savoir académique, anthropologique, j'en ai un bagage, mais ces bagages, parfois, il faut les ouvrir et les examiner de près à la lumière du présent. Sur ces deux points, sans compter, nous aurions reproduit, je crains, les erreurs de bien d'ONG qui imposent avec une détermination farouche et sans se rendre compte de ce que cela peut avoir encore de rudiments
ou de résidus de colonialisme qui imposent des modèles de structuration familiale ou de structuration un petit peu à la diable, à la hâte, n'est-ce pas? Et Kanté nous a aidés. Mais il ne suffit pas, encore une fois, tant son héritage est important et sa présence, qu'il repose en paix, bien sûr, nous n'allons pas le mettre au travail maintenant, mais sa présence est là, souvent quand je travaille, et il avait cette perspective dont il me parlait. Il me disait, Olivier, en quoi ce que tu fais, dont il était un des soutiens les plus actifs, ce que tu fais là avec ces gamins, en quoi cela pourrait-il intéresser la question de la santé? Et tout, c'était son boulot, la santé. C'était son boulot. Je crois savoir, il me l'a dit, mais il ne voulait pas m'encombrer de ses interprétations. À dire vrai, il avait un peu tort. Jamais il ne m'encombrait. Mais je crois savoir que il était des plus sensibles à ce que l'effet de globalisation des marchés de la modernité, cet effet bouleverse les coordonnées anthropologiques de la personne. Il n'y a pas toujours un drame. Cela peut s'inscrire en termes d'ouverture, mais c'est souvent un trouble. Il voyait en ses enfants non pas simplement des victimes du social, mais des prototypes peut-être de ce qu'il appelait l'enfance moderne. On en parlait comme ça, du moins. Je ne crois pas qu'il l'ait couché par écrit dans ce qu'il a laissé à sa postérité scientifique scriptuaire, mais ce qu'il appelait les enfants de la modernité. Il ne désignait bien sûr pas tous les enfants des années 2010, 2020, 2030 et à venir, mais il désignait, ce qui est tout à fait vrai, le fait que la surmodernité, l'abrasion des références culturelles, peut laisser un certain nombre de gens sur le carreau, à côté. C'était une figure moderne du laisser pour compte que ces enfants des rues. Alors, évidemment, les problèmes de santé étaient importants au strict plan médical. Premièrement, la diversité des maladies qui accablaient ces gosses. Des maladies plus ou moins bénignes, mais qui ne sont pas si elles durent. Des embarras gastriques, etc., etc. La nourriture étant quand même pas bonne, parfois avariée. Combien d'enfants ont pris de la drogue pour supporter l'odeur de leur pitance? C'est pour ça qu'on les nourrissait aussi au SAMU. Hein. Des maladies que vous connaissez toutes et tous, le paludisme avec ses complications de neuropalu. Fort heureusement, nous avions signé avec l'approbation de Coumaré et évidemment l'approbation de Conté, une convention avec les urgences de l'hôpital Touré à Bamako, évidemment, des maladies affectant les yeux, le concert-cause. Le professeur Marico a été aussi un des premiers parrains du SAMU social. Malice, il m'entend, qu'il sache à quel point je lui en suis reconnaissant. Et si vous voulez, dans une vie normale, un gosse qui est malade, on s'en occupe, mais des laissés pour compte, presque livrés à eux-mêmes, qui s'en occupe? Bien sûr qu'à côté de la diversité assez inquiétante, évidemment, parfois même très inquiétante, des tableaux pathologiques,
se pose évidemment la question de l'accès aux soins. Je pourrais encore aussi mentionner les blessures. Les blessures, il y a eu des bras, il y a eu des jambes euh, mal cicatrisées que nous avons dû comment dire, fouiller un peu pour en extraire des bouts de verre ou des bouts de fer. Il y a eu des bagarres. Ils ne sont pas gentils entre eux, ces gosses. Pas toujours, quand même. Ils se tapent dessus. Bon. Avec ce qu'ils trouvent. Il y a eu des accidents liés à l'usage de drogue qui fait que l'on perd la distance entre le sens de la distance entre soi et les objets qui vous environnent. Et les objets qui environnent les gosses dans la rue ne sont pas nécessairement des matelas confortables ou des fauteuils ou des bancs qui les attendent. Ce sont des bras zéros posés là, la petite vendeuse de maïs, la petite vendeuse de galettes, de mil. Et ce sont des voitures qui roulent quand même, dans les Sotroma qui roulent. Donc, problème d'accès aux soins. Vous savez très bien comment finissent les blessures non traitées, hein. Appelé droit à l'amputation. Là aussi, le trio, je dirais, Marico, Conte, Coumaré, des hommes absolument remarquables, des pionniers, des audacieux, des courageux, des frères. Nous ont grandement aidés. Il fallait faire des ponts avec les institutions de soins. Il fallait donner, par exemple, comme me le disait Kanté, il me disait, mais écoute, si tu veux que ton accord avec les urgences de l'hôpital Touré, là, à Bamako, fonctionne, encore faut-il que les personnels hospitaliers soient un petit peu au courant des situations, parce que les enfants des rues, ça peut leur faire peur. Tant sur eux, repose sur eux, sur ces enfants, des adolescents, des accusations de délinquants, pas toujours faux, voire des accusations bien plus occultes encore. Alors, d'accusations occultes comme quoi l'enfant est enfant sorcier est quand même très faible dans les pays d'Afrique de l'Ouest, je dirais, islamisés, avec des tendances diverses dans l'islamisation, l'islamisation historique et puis l'importation de formes plus rudes d'islam. Elle est plus fréquente, ces accusations, dans les pays qui mettent au premier temps le panthéon chrétien qui sert souvent, je dirais, sans pour cela que je veuille porter atteinte à la foi des uns et des autres, mais qui servent souvent aussi d'abri pour d'autres croyances bien plus antiques, pour l'Afrique, bien plus antiques pour l'Afrique. Enfin, il fallait parler avec les personnels soignants, donc faire des formations, formations dans lesquelles Kanté est intervenu, formations non seulement entre les ONG ou les structures municipales ou gouvernementales, trucs de placement familiaux par exemple, hein, mais faire des ponts entre un certain nombre de professionnels de la justice et de la santé. Et Kanté avait cette idée que, bon, le SAMU c'est bien, ça s'occupe des garçons et les filles. Et oui, et les filles. Les petites bonnes souvent maltraitées, pas toujours, mais enfin quand ça va pas bien, maltraitées dans les familles, jetées à la rue si un scandale éclate. Les gamines vouées
à la prostitution. Il n'y a pas tant que ça au Mali, mais il y en a. Les maternités précoces. On a donc créé une maraude fille, dont il fut presque le parrain. Voilà. Du presque parce qu'on n'avait pas accordé de parrainage officiel, mais de facto, oui, on était le parrain. Donc, vous voyez que sur ce plan-là, l'apport de Kanté, que je me plais, et c'est justice à souligner ce matin, a été décisif. Mais cheminons encore plus avant, si vous le voulez bien. Dans cette préoccupation pour la santé, il s'illustrait de façon experte en travaillant sur le domaine de la santé publique. Alors j'oublie un peu à des fins de discours, de rhétorique, car franchement, pour oublier ces enfants du SAMU, ça, moi, j'y rêverai jamais. Mais j'oublie un peu ces conditions particulières qui furent le berceau de nos premiers travaux communs dont nous avions esquissé quelque peu les directives en pointillé à Maastricht. La question de la santé publique, c'est la question de l'accès aux soins, d'une part. Là, Kanté savait s'entourer. Ça a toujours été un homme de recherche et d'échanges internationaux, travaillait avec des... Je me souviens très bien qu'il travaillait avec une chercheuse basque, par exemple. Et ce travail posait des problèmes redoutables. D'une part, l'accès aux soins, d'autre part, la diffusion de normes collectives de santé, d'impératifs de demeurer en bonne santé, de bien gérer son corps, de se prémunir contre le risque. Toutes ces, tous ces soucis extrêmement louables apparaissaient tressés de façon nouvelle, des normes globales de santé, impérieuses, qui pouvaient être bénéfiques, certes, pouvaient être bénéfiques, mais qui au fond congédiaient, erreur sur laquelle l'OMS est revenue, un certain nombre de savoir-faire ancestraux, tant ces normes globales de la santé ne voyaient en la médecine occidentale, qui évidemment est considérable, et en laquelle il est normal d'avoir recours quand ça va pas bien, bon, mais congédiait de la médecine les abords plus traditionnels. Et cela, Kanté, ça l'énervait un peu. Voir Kanté énervé, c'est pas un spectacle qui est donné à tout le monde. Cet homme, avec sa majesté, son calme, son allure, sa classe, sa façon toujours de rester un petit peu, non pas à côté des choses, il était profondément impliqué, mais à côté des débats. Il ne refusait pas le débat, il détestait la polémique inutile, c'est ça que je veux dire. Mais après, ce qui énervait Kanté, c'est qu'on récuse le savoir des tradis praticiens. Et homme de consensus, parce qu'intelligent, homme de consensus parce que épris d'une paix exigeante, homme de consensus parce que pionnier, il s'intéressait beaucoup à, pardon, beaucoup, à la façon dont les sociétés pouvaient utiliser encore les savoirs ancestraux qu'ils ne réduisaient jamais à des artifices sans probants. Ils ne réduisaient jamais ça à des artifices sans probants. Mais vous voyez un petit peu comme dans un jeu de ricochet, mais mu non point par le hasard, mais par la logique, une question en fait émerger une autre parce que déjà, cette question qu'elle l'a fait émerger, elle l'a un peu traitée.
Et finalement, en quoi il y avait aussi non seulement à réhabiliter ce qu'il pouvait y avoir de bon dans les modèles de santé communautaires traditionnels, pour employer ce mot hâtif, mais il fallait s'intéresser, non sans inquiétude, et c'est cette inquiétude qui nous faisait porter notre intérêt à quoi? À la façon dont certains modèles traditionnels étaient exacerbés, réduits, réifiés, détournés dans les effets de la modernité. En fait, il vénérait les praticiens, du moins les respectait-il au plus haut point, soucieux, éthiques, responsables et cultivés, et avait véritablement en horreur les charlatans. C'est ça, au fond, qui l'énervait, qu'on mette dans le même sac, dans le même panier, qu'on recouvre du même maillot d'infamie les tradipraticiens avertis, conscients, ouverts au dialogue, et les charlatans. Parce que oui, le charlatanisme est aussi une maladie de la modernité. Cette interrogation, qui est celle au fond d'une anthropologie clinique de la santé, il était d'accord avec ce terme. Le terme, c'est moi qui l'ai proposé. C'est-à-dire, c'est pas un exploit. J'étais professeur d'anthropologie clinique dans les facultés françaises de Rennes, en Bretagne, et de Nanterre, au nord de Paris. Nord-ouest. Bon, qu'importe. Euh, cette préoccupation d'anthropologie clinique, elle continue. Ce point qu'il a fait naître, lui, peut-être, je crois, au cours de nos échanges, mais qu'il a façonné, qu'il a sculpté, manière d'un tailleur de pierre habile, qu'il a prolongé à la manière d'un tisserand judicieux. Ce thème-là d'anthropologie clinique de la santé, sur tous les articles que je reçois, puisque Massiri Kanté est devenu un grand bonhomme de la recherche. Bon, Massiri, je t'ai connu, t'étais un gamin. Et, et combien haut, combien tu faisais la fierté de ton père. Mais Massiri, il m'envoie très régulièrement des articles à expertiser. Ils sont souvent du reste de très bonne facture. J'ai pas un travail énorme. Et je suis très gratifié de recevoir ça. Je me dirais, c'est mon boulot, je suis à la rédaction en chef, c'est mon boulot. Il n'empêche que ce boulot, je le fais avec joie. Parce que à chaque fois que je lis un article, j'apprends. Voilà. Ah, je peux me montrer un peu bougon, je peux dire, bah, dis donc, c'est écrit n'importe comment, ça m'arrive de le dire. Enfin, c'est vrai, c'est écrit, personne n'a écrit n'importe comment. Je peux dire, mais les méthodes ne sont pas justifiées, comment ça se fait? Pourquoi cette méthode n'est pas une autre? Bon, c'est vrai qu'il faut justifier les méthodes. Je peux dire des réserves, parce que c'est vrai qu'il y a des réserves à faire, mais très souvent c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui m'anime quand je lis tout ça, parce que même si c'est parfois mal fichu, mal fagoté, il y a des trésors. Et j'espère que mes recommandations permettent Je le vois du reste quand je reçois la revue, par voie électronique maintenant, que mes recommandations ne sont pas restées lettres mortes. Qu'importe, je suis pas là pour vous parler de mon travail. Je suis là pour vous parler de ce que je peux observer grâce à mon travail à cette revue. Eh bien, constamment ou presque constamment, ce souci de l'anthropologie clinique, qui est venu de quelques conversations avec Kanté, qui s'est bonifié parce que Kanté, la santé publique, il connaissait ça beaucoup mieux que moi. Ce souci d'anthropologie clinique est présent dans chaque numéro. J'ai reçu récemment un article sur présentation, les tradipraticiens. C'est passionnant. Gandhi connaissait très bien, tellement. C'était un chercheur soucieux, sérieux. L'état inquiétant des publications africaines concernant la santé physique et psychique.
Nous distinguons arbitrairement ces termes. Les praticiens, dans leur sagesse, travaillent déjà sur la psychosomatique avant que ce terme ait vu le jour dans la médecine occidentale. Nous étions tristes, lui et moi, de voir s'étioler la revue Psychopathologie africaine, revue dont les fonds baptismaux, le point de départ, était bien sûr l'extraordinaire équipe qu'avait forgée et su rassembler autour de lui, non sans débat et désaccord, mais avec une constante probité intellectuelle et morale, le professeur Colomb, à Dakar. Mais enfin, de 2000 à 2010, cette revue a survécu. Elle recevait des textes excellents anglophones, peu de textes francophones. Bien sûr qu'il faut publier les anglophones, c'est pas ça que je dis. Et puis elle qui paraissait tous les 6 mois, puis tous les ans, et qui était diffusée, qui était lue, a donné deux, trois bouquets d'articles fort intéressants, mais mal liés entre eux, et puis s'est effacé. Et puis elle n'était plus soutenue que par un Français amoureux de l'Afrique, que les Africains aiment beaucoup, René Collignon, mais enfin bon, ça suffit pas pour faire une revue. Aussi, notre constat, au départ, pétri d'amertume, raréfication des publications scientifiques traitant de la santé en Afrique francophone, notre chagrin indiscutable fut le foyer où germa l'espoir. L'espoir de faire cette revue très vite, très vite. Et grâce à cette école des hautes études que Kanté, de son propre souffle, a su mettre en place, nous fûmes rejoints par d'excellents collaborateurs, dont je salue la mémoire, puisque certains ont rejoint Nyangiri au royaume de l'éternité. Aussi bien je veux dire à la fois le sens, sans que ça soit trop empesé de vocables de circonstances, je voudrais dire l'énorme fierté qui ne m'intimide pas. C'est pas une fierté qui m'intimide, c'est une fierté joyeuse de voir que cette revue continue et que peut-être j'y suis pour quelque chose. Mais je suis pour quelque chose au titre principal, que c'est ma façon de poursuivre ce que Kanté m'a donné. Avec cette revue, qui a maintenant pris un essor conséquent et qui va connaître un destin considérable, j'en suis persuadé, avec cette revue, l'œuvre de Kanté continue. Beaucoup d'autres approches viennent s'y adjoindre, elles y sont bien reçues et elles dialoguent entre elles. C'est non seulement heureux, c'est encore et plus nécessaire. Alors voilà les quelques mots que je voulais dire, des mots de gratitude, des mots d'amitié. Je suis bien sûr ému de me remémorer ces balades, ces conversations, où à pas compter, nous allions de l'Institut de la santé publique jusqu'au fleuve. Je suis bien sûr ému de me rappeler des moments que je passais avec lui à Paris. Il venait à Paris, il y avait de la famille. Mais je suis surtout confiant. Et cette confiance, non seulement atténue un peu l'écho de la peine que j'ai à rappeler la présence d'un ami qui n'est plus là, mais cette confiance
une confiance dans ceux qui, aujourd'hui, avec détermination, générosité et intelligence, poursuivent le travail de Kanté. Et la poursuite de son travail, à laquelle je tente de contribuer quelque peu. Et c'est un honneur qu'on me fait que de m'y reconnaître parfois. Eh bien, cette poursuite, voyez-vous, c'est le meilleur hommage. Et c'est le seul hommage pérenne que nous pouvons rendre et que nous devons rendre à la mémoire de mon ami Nyangiri Kanté. Voilà, Kanté, ton œuvre se poursuit, elle féconde. Repose en paix, grand homme, repose en paix, grand ami. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Euh, merci,